Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Il est le nouveau président de la République islamique de Gambie. Adama Barrow a prêté serment ce jeudi 19 janvier au Sénégal. Pendant ce temps, les médiations suivent leur cours en Gambie avec l'arrivée du président guinéen pour tenter une ultime sortie de crise. Yaya Jammeh qui refuse toujours de quitter le pouvoir. Au Sénégal, 60% des PME, petites et moyennes entreprises disparaissent dès leur première année de création. Des chiffres rendus publics lors du dernier panel de la rencontre des entrepreneurs à Dakar. Et puis, un artiste togolais se penche sur la présidence de Donald Trump. Il est exposé à l'Institut français de Lomé, capitale togolaise. Il ne l'a pas fait en seul Gambien, mais dans un territoire de la Gambie au Sénégal. Le nouveau président Adama Barrow a officiellement prêté serment ce jeudi 19 janvier à Dakar, une mesure exceptionnelle à la demande de la CEDEAO qui a suspendu son intervention militaire pour une dernière médiation avec le président sortant. Précision à Dakar de notre correspondant El Hadjindjaï. Adama Barrow a prêté serment jeudi 19 janvier à Dakar pour son investiture en tant que président de la Gambie. Moment historique puisque le nouveau président de Gambie a accompli cet acte constitutionnel en dehors de son territoire. La cérémonie a eu lieu à l'ambassade de Gambie à Dakar, au Sénégal. On est très content de l'investiture du président Barrow puisqu'il a gagné légalement les élections. Mon souhait, c'est qu'il continue sur cette lancée de rassemblement du peuple gambien. Une nouvelle Gambie démarre ce jour. Le plus impressionnant dans tout ça, ce sont les jeunes qui sont nés à l'époque où Yaya Jammeh accédait au pouvoir et qui ont voté contre lui aujourd'hui. Yaya Jammeh, président sortant de la Gambie, refuse toujours de céder le pouvoir malgré sa défaite à l'élection présidentielle le 1er décembre 2016. On ne peut pas avoir deux présidents en Gambie. Je dis au peuple gambien, surtout l'armée, de savoir aujourd'hui, on a un nouveau président. On exhorte l'armée à être surtout du côté du peuple et non pour l'intérêt d'une personne. Les troupes de la CEDEAO sont entrées en Gambie ce jeudi 19 janvier. L'objectif de l'opération militaire, selon les autorités, est de restaurer la démocratie et la légalité constitutionnelle en Gambie. Contre son gré ou avec son gré, il va partir. Les forces d'alerte sont déjà alignées, vous le savez très bien. Il ne reste qu'à adopter une stratégie et à provoquer son départ. Mais je suis persuadé que le président Jammeh, quoi qu'il arrive, ne cherchera pas à rentrer en confrontation avec les forces de la CEDEAO. Ça reste une conviction personnelle, mais je suis sûr et certain que ses pairs réussiront à le convaincre pour une issue de sortie pacifique. En attendant le départ pacifique de Yaya Jammeh, les troupes ouest-africaines ont le soutien unanime du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ces troupes ont suspendu leur intervention militaire pour une dernière tentative de médiation prévue ce vendredi 20 janvier par le président Alpha Condé. Le secteur privé est de plus en plus menacé au Sénégal. Les petites et moyennes entreprises ont en effet une courte durée de vie sur la chaîne des activités économiques du pays. Et pour cause, la difficulté d'accès au financement et le coût très élevé des taxes et des impôts. Idolette Mirabel Bissot. Au Sénégal, 60% des PME, petites et moyennes entreprises, meurent dès leur première année de création. Des chiffres rendus publics lors du dernier panel de la rencontre des entrepreneurs RDE, le secteur privé sénégalais, qui est composé à 90% de PME, contribue à hauteur de 20% au produit intérieur brut. C'est un secteur pourvoyeur de débouchés qui concentre 30% des emplois créés dans le pays. Le secteur privé est relativement dynamique dans le domaine du secteur primaire, donc dans l'agriculture. L'agriculture, l'essentiel des producteurs, ce sont des Sénégalais. Maintenant, dans le domaine du commerce aussi, vous avez un secteur privé sénégalais très dynamique. Peut-être que c'est dans le domaine du secteur secondaire, donc l'industrie, où il y a encore des efforts à faire pour pouvoir bâtir une classe entrepreneuriale digne de ce nom.
Les chefs d'entreprise soulignent entre autres obstacles qui entravent l'épanouissement des PME au Sénégal, les impôts et les taxes élevées, l'approvisionnement en énergie dans certaines localités, le difficile accès à la commande publique et au crédit bancaire classique, ainsi que l'approvisionnement en matières premières. La contrainte de financement, d'ailleurs, c'est le facteur majeur, à côté peut-être de l'étroitesse du marché, parce que pour pouvoir survivre, il faut, après avoir produit, vendre. Et très souvent, la PME est confrontée à la concurrence de produits importés, pour l'essentiel, qui viennent de pays comme la Chine. Le taux de mortalité élevé chez les petites et moyennes entreprises au Sénégal a toujours inquiété les pouvoirs publics et les acteurs du secteur. D'ailleurs, en 2014, une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie estimait à 855 le nombre de PME qui ont affirmé pendant l'enquête avoir cessé leurs activités. Selon le dernier recensement, le Sénégal compte 7000 PME-PMI formelles et près de 250 000 inscrites au numéro d'identification national des entreprises et des associations. Pour mieux prendre en compte les préoccupations des PME, le processus de recensement général des entreprises a été lancé en août 2016 au Sénégal. La Banque centrale du Nigeria interdit l'usage des monnaies virtuelles aux banques et institutions financières du pays en raison des risques de blanchiment associés à de telles transactions. Les devises virtuelles concernées sont entre autres le Swisscoin, le OneCoin ou encore le Bitcoin. La CBN déclare par ailleurs que ces transactions virtuelles sont en grande partie non traçables et anonymes, les rendant donc susceptibles d'abus par les criminels et en particulier dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. À l'occasion de l'investiture du président américain Donald Trump, l'artiste togolais Gustave Akpéou Djonda a réalisé une œuvre d'art intitulée comme un poisson dans l'eau. Il est exposé dans le jardin de l'Institut français à Lomé, Oumou à Kelsumba. L'artiste peintre, sculpteur et photographe Gustave Akpéou Djonda, de nationalité togolaise, présente son dernier ouvrage à un groupe d'étudiants dans les jardins de l'Institut français de Lomé. Intitulé comme un poisson dans l'eau, sa collection est composée de 13 sculptures en bois. Ses œuvres d'art mesurent plus d'1,5 mètre. L'artiste plasticien est revenu sur les thématiques du développement durable, de l'environnement maritime et de l'intégration. Je pense que l'artiste n'est pas hors de la société, de l'actualité. Tout ce qui se passe, c'est normal. En tant qu'artiste aujourd'hui, je dois pouvoir répondre à certaines questions d'actualité de la société et apporter ma pierre à la contribution. Juste, ce sont des approches de solutions. On n'est pas seulement là pour faire rêver, pour faire ambiancer les coins, mais en tant qu'artiste, nous portons aussi des messages à l'endroit des populations, à l'endroit des sociétés, à l'endroit des hommes politiques qui dirigent aujourd'hui le monde. Parmi ces œuvres, une qui représente un poisson en bois avec le drapeau américain, des points d'interrogation à la place des étoiles. Une représentation qui a capté l'attention de tous les visiteurs. L'œuvre colle à l'actualité selon l'artiste si l'on sait que Donald Trump, le 45e président des États-Unis d'Amérique, est investi ce 20 janvier 2017. Je considère cet événement politique-là comme un changement climatique. Il n'y a que deux solutions à l'avènement de Donald Trump en tant que président aujourd'hui des États-Unis. On s'adapte à ce monsieur et la deuxième chose, c'est de pouvoir atténuer ces discours et ces réformes politiques par rapport à la vie d'abord des Américains eux-mêmes et la vie du monde entier aujourd'hui. Âgé de 40 ans, Gustave Akpéou Djonda puise son inspiration à travers les livres. L'artiste envisage de présenter sa nouvelle collection en Europe et en Asie au cours de l'année 2017. Et avec nous sur ce plateau pour analyser les résultats de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, notre spécialiste sport, José Douglas, bienvenue. Merci Mélina, bonjour. Bonjour. Ce jeudi 19 janvier, l'Algérie a laissé apparaître toutes les failles de son équipe face à la Tunisie. Retour avec vous sur les matchs du groupe B, José. Oui, et puis les Fennecs qui ont pris un gros coup derrière la tête en se faisant battre 2-1 par la Tunisie. Une défense algérienne aux abois devant les Aigles de Carthage qui ont survolé le match, obligeant l'Algérie à marquer contre son camp. Puis Kazri a provoqué un pénalty et c'est Naïm Sliti qui a inscrit le deuxième but tunisien. Et les Algériens sont revenus grâce à Sofiane Hani, mais c'était trop tard.
Écoutez maintenant l'analyse de notre confrère Mohamed Bouguera, journaliste à Botola. Sentir comment ça nous manque, c'est le résultat du bricolage algérien qui dure depuis 3 ans. Et le résultat, c'est ce soir, à force de bricoler, de s'enfoncer. Là, le sable mouvant, on arrive au fond du trou. Et là, maintenant, il faut repartir quasiment de zéro. Il faut se remobiliser. C'est une mobilisation psychologique. Il faut que les vrais joueurs qui méritent d'être là soient sélectionnés. Que l'entraîneur, on lui laisse le volet sportif, qu'on ramène un entraîneur digne et qu'on lui donne les clés de la maison et que les gestionnaires ne s'occupent que de la gestion. Il y a assez de boulot avec le championnat et tout ça pour venir se mêler, jouer les coachs de supermarché. Et l'autre rencontre maintenant du groupe B avec le Sénégal qui a dompté le Zimbabwe 2-0. 2 joueurs qui ont encore impressionné. Il s'agit donc des buteurs sénégalais Sadio Mané et Henri Saivet qui ont mis des pendules à l'heure dès la première mi-temps. Et l'entraîneur Aliou Cissé, donc, qui reconnaît qu'il dispose d'un groupe très fort. Alors, on a dû faire la fête aussi à Dakar. Écoutez l'un des supporters sénégalais, Sambakor Diop. En tout cas, on s'est offert un bol d'air qui sera important pour la suite de la compétition. J'espère qu'Aliou va faire tourner l'équipe pour nous permettre de voir d'autres joueurs qui ne se sont pas exprimés. On a une belle profondeur de banc. On a des joueurs comme Cheikh Ndoye qui peuvent faire l'affaire. On a vu ce que Henri Saivet a montré quand il est rentré. Je pense qu'on va en profiter pour faire tourner l'effectif. Et puis le groupe vit bien. Je pense qu'on a toutes nos chances. Je ne dis pas qu'on sera champion d'Afrique, mais on ne doit avoir peur de personne aujourd'hui. Alors, un clin d'œil sur le groupe B, le rappel des résultats, Tunisie-Algérie, 2-1, Sénégal-Zimbabwe, 2-0 au classement, donc Sénégal 6 points, deuxième Tunisie 3 points, troisième Algérie et Zimbabwe avec 1 point, Mélina. Et ce vendredi, 2 rencontres décisives également pour le groupe C. Et oui, 16h GMT Côte d'Ivoire contre RDC et 19h Maroc contre le Togo. Alors voyons le tableau de ce groupe. Tout d'abord RDC avec 3 points, vous allez le voir. Côte d'Ivoire 1 point, Togo 1 point et Maroc 0 point. Alors ce n'est pas la peine d'être un grand mathématicien pour comprendre que si tout d'abord RDC est obligé de gagner, car en cas de défaite la Côte d'Ivoire passerait devant si la Côte d'Ivoire gagne. En deuxièmement, le Togo doit l'emporter aussi pour prendre 3 points et passer deuxième si la Côte d'Ivoire perd. Et enfin, en 3, le Maroc qui a l'obligation de gagner pour récolter, ou plutôt pour recoller les équipes de tête et tenter d'aller au prochain tour. Donc, des matchs à suivre avec des calculettes à la main. Notre éditorialiste Yacine Bouali nous dit comment voit-il justement ces 2 rencontres. Ça va être un match très équilibré, mais il y a une chose, c'est malheur aux perdants. Alors, moi je dirais aujourd'hui les Ivoiriens sont condamnés pour gagner. Je pense qu'ils partent avec les avantages du favori. Les Marocains sont obligés de se racheter rapidement après leur déconvenue contre les Congolais. Ils vont jouer leur va-tout, ils n'ont pas le choix, ils doivent gagner ce match, sinon ils peuvent dire adieu à la CAN. Donc Mélina, je rappelle, donc 16h GMT Côte d'Ivoire RDC, 19h Maroc Togo. Je ne sais pas pour qui vous êtes supportrice, mais en tout cas, c'est un match interdit, des matchs interdits pour les cardiaques. Merci José pour cette intervention dans ce journal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.